Je vais reprendre cette notion de mobilité et de stabilité parce que c'est ce qui compose les strains, c'est-à-dire qu'on va retrouver ce strain d'ailleurs qui est une expression anglaise qui veut dire étiré, ce strain qui est hélicoïdal, qui a la forme donc d'un 8 transversal, dans la notion de mobilité et de stabilité. Et la partie intéressante à considérer, c'est déjà la partie osseuse qui est elle-même façonnée par ces strains liquidiens. Il y a une chose intéressante dans une lombalisation, c'est-à-dire quand votre lombaire, 5e lombaire, est associé à une première vertèbre au niveau du sacrum, c'est ce que je suis en train de montrer à ce moment-là. La première vertèbre du sacrum, qui en effet est normalement un os qui est fait pour la stabilité, eh bien cette première sacrée eh bien, va, elle, devenir une lombaire. Ça veut dire que le principe de mobilité est plus important que le principe de stabilité. Ça veut dire que dans cette mobilité, ici, la fonction qui était plus importante à préserver par ce strain était la mobilité au niveau du bassin qui était insuffisante à d'autres points des os de ce bassin. Et en fait, lorsque vous avez une sacralisation, ça veut dire que le sacrum a du mal à assurer sa fonction de stabilité, donc on utilise une autre vertèbre qui normalement n'est pas faite pour ça, pour faire la stabilité du bassin. Donc, dans un premier cas, c'est la stabilité du bassin qui va être compromise par cette lombaire supplémentaire, et dans le deuxième cas, c'est la mobilité qui va être compromise. Je me souviens très bien, il y a une chose qui m'avait frappé quand je faisais mes études de kiné, c'est le fait que pour que vous puissiez contracter le bras avec votre biceps, il fallait que vous ayez sur l'os de l'avant-bras une toute petite tubérosité densifiée qui permette d'augmenter l'angle de flexion du bras. Sans cette petite tubérosité minime, qui n'est pas très grande au niveau de la note de l'avant-bras, eh bien automatiquement vous ne pourriez faire aucune flexion de votre avant-bras sur le bras. Et là c'est vraiment un exemple de l'association mobilité et stabilité. Au niveau de la colonne vertébrale encore, vous avez un exemple, celui-ci qui est physiologique et qui est exceptionnel, c'est votre deuxième vertèbre cervicale qu'on appelle l'axis. Ça c'est exceptionnel car vous apercevez que sur cette vertèbre, eh bien, vous avez une partie qui est circulaire et une partie qui est densifiée. Alors la partie circulaire c'est le corps vertébral et la partie densifiée ici c'est ce qu'on appelle l'odontoïde. Cette partie de l'odontoïde donne un point fixe et c'est une partie de stabilité pour que votre première cervicale, qu'on appelle l'atlas, puisse vous orienter dans différents degrés de rotation. Cette partie de la mobilité fait partie du redressement de la courbure cervicale. Si vous n'aviez pas cette mobilité, vous ne pourriez pas redresser votre courbure cervicale et à partir de ce moment-là, vous ne pourriez pas être debout. Donc, vous voyez comme il est intéressant de voir cette particularité stabilité-mobilité qu'on retrouve permanente. Toutes ces vertèbres cervicales étant des vertèbres d'eau fluidique, embryologique, sont des vertèbres faites pour la mobilité. Toutes ces vertèbres dorsales, dans le développement ectodermique, sont des vertèbres qui sont faites pour la stabilité. Ça se voit beaucoup plus ici parce que les corps vertébraux sont beaucoup plus densifiés. Et toutes les vertèbres lombaires sont des vertèbres qui sont faites ici également pour la mobilité. Chaque fois qu'une cervicale bouge au niveau de la mobilité, vous avez le même lombaire qui bouge dans le même sens ou dans le sens inverse suivant les contraintes. Et vous avez cet iliaque ici qui est à la fois un mélange de stabilité et de mobilité. Rappelons que la stabilité c'est toutes les zones densifiées alors que la mobilité c'est toutes les zones qui sont moins densifiées. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez cette forme de l'os iliaque qui est hélicoïdale, qui est une très belle représentation du strain visuellement. Cette forme hélicoïdale, même au niveau du trou obturateur, vous avez ce principe aussi de forme hélicoïdale. Et vous avez à cette forme hélicoïdale qui est vraiment très fait pour une mobilité, vous avez une forme très densifiée qui est celle du sacrum, qui donne la stabilité à ces deux strains qu'on peut dire iliaques que l'on a à droite et à gauche.
Vous comprenez bien que cette colonne, encore une fois, va varier en fonction de toutes les tractions des muscles qui s'insèrent dessus, des fascias. Pour les iliaques, c'est la même chose, puisque c'est vraiment entre le diaphragme pelvien, les muscles du tronc et les muscles des membres inférieurs, il y a vraiment un compromis pour, je dirais, la stabilité de l'être humain, pour sa position de verticalisation qui est en permanence dans un ajustement en fonction de la mobilité, des mouvements que la personne fait par rapport à la pesanteur et à la gravité. Donc ce point-là des strains est important. On reviendra sur les strains par rapport aux organes un peu plus tard. Pour l'instant, on va passer maintenant au crâne, parce que c'est important de considérer le crâne comme quelque chose qui porte le même principe de cette stabilité et de cette mobilité. Donc, si on observe les os du crâne, on s'aperçoit que ce crâne-là, étant un crâne en résine, est un crâne totalement imparfait. Il est imparfait pourquoi? Parce qu'il est symétrique. Il est symétrique et que l'on ne peut pas considérer ce crâne comme quelque chose qui est celui d'un crâne humain du vivant. En effet, un crâne n'est jamais symétrique. Un crâne présente des os qui ont, de droite et gauche, ont tous une forme différente. Il y en a qui sont plus petits à droite, d'autres plus petits à gauche, d'autres plus en torsion à droite ou plus en torsion à gauche. Ça, c'est très frappant et je donnerai l'explication un petit peu plus tard par rapport à ça. Ce qui est intéressant à considérer au niveau de ce crâne, c'est que vous avez ici une forte densification. Ça, c'est l'os temporal. D'ailleurs, une petite anecdote, j'écrivais à un moment que le crâne, c'est le monde. Et vous avez au niveau du crâne ici un os temporal qui a exactement la même forme que le continent africain. Et c'est remarquable. Et vous avez ici un os pariétal qui a exactement la forme du continent des États-Unis d'Amérique. Et pour tous les os du crâne, on peut retrouver presque tous les pays du monde par la forme des os intérieurement et extérieurement. Donc c'est une petite anecdote, mais c'est peut-être pour montrer l'aspect universel de l'être humain et combien son environnement, finalement, quelque part, et ses mémoires de l'environnement, qui sont les plus importantes, plus que la mémoire même du cerveau, nous façonnent et nous conditionnent dans des fois de très bonnes choses, mais aussi de très mauvaises choses. Je prends par exemple les mémoires de guerre, sont des mémoires qui sont encore très présentes aujourd'hui et encore inscrites dans notre inconscient, mais qui nous poussent aussi à des réflexes de survie, parce qu'elles sont encore bien présentes, parce que transmises par nos ancêtres. Donc ça, c'est important de considérer ce côté universel de l'être humain. Au moment où je vous parle, là, en ce moment, dans les gestes que je vous fais, il y a quelqu'un peut-être à 2000 km qui fait la même chose. Et il y a certainement quelqu'un qui fait la même chose. On voit très bien qu'on a les mêmes exemples dans la nature. Lorsqu'un arbre est agressé par un nuage de sauterelles, c'est une certaine qualité d'arbre qui est agressé, il va sécréter un venin et il va transmettre ce venin à près de 800 km à ses congénères pour que si les sauterelles les attaquent, le venin soit transmis et puisse être sécrété par ces arbres. On a donc une forme ici qui est une forme de stabilité. On la retrouve derrière par une densification qui est une forme de stabilité également. Et vous avez tout de suite à côté de la stabilité, comme exactement le début de la colonne ici, vous avez la forme de mobilité qui accompagne. Vous avez ici une forme de mobilité qui est très importante. C'est celle qui est originelle pour former tout le crâne. C'est celle qui va permettre tout le déploiement du crâne. C'est celle des pariétaux qui sont ici. Ça, c'est l'occiput. Et vous avez ici, au niveau des frontaux, une énorme visière frontale ici, qui est une stabilité par rapport à la mobilité des bosses frontales. C'est deux parties. Il y a une partie qui correspond au corps, qui est la partie antérieure, et une autre partie qui est tirée par le crâne. Donc, vous voyez très bien l'unité qui se fait entre le corps et le crâne. Et pour cela, il est intéressant de visualiser et de comprendre ce qu'ont trouvé deux chercheurs extraordinaires en anthropologie, qui sont les professeurs Delattre et Fénard au CNRS de Lille. Ce sont des gens qui se sont intéressés à l'hominisation du crâne. Ils ont étudié ce crâne par un système
de statistiques et de craniométrie pendant des années et des années. Et ils ont pu déterminer, à partir de ce moment-là, le comportement et les axes du crâne. Je trouve ça dommage aujourd'hui que ce ne soit pas peut-être enseigné dans certaines écoles, parce que c'est la vraie réalité d'études qui ont fait sur l'hominisation de l'être humain, c'est-à-dire sa position verticale. Les premiers êtres humains n'étaient pas dans une position verticale, ils étaient dans une position quadrupédique. Et on s'aperçoit que la position quadrupédique est une position qui favorise la stabilité et au détriment de la mobilité. La position quadrupédique fait que les positions de stabilité vont donner beaucoup plus de force musculaire et permettre en effet d'échapper à un prédateur beaucoup plus rapidement par la puissance de force, mais avec moindre résistance. Et on s'aperçoit que, par exemple, Lucie, qui est considérée comme le premier être humain, finalement, qui était une femelle, puisqu'elle avait les caractéristiques plutôt du singe que de l'homme, mais considérée quand même comme un des premiers aspects de l'être humain, eh bien son bassin était totalement triangulaire, c'est-à-dire totalement un bassin fait pour la stabilité, alors que chez la femme, le bassin est beaucoup plus sphérique. Donc on s'aperçoit que la position de l'être humain, et qui est une position de verticalisation, a besoin de ce jeu et de cette harmonie, mobilité-stabilité, pour maintenir cette position érigée. Et en fait, ce qu'ont voulu prouver ces deux professeurs, c'est que la puissance de la traction de tous les tissus du corps au moment de la vie embryonnaire vont amener l'os postérieur du crâne dans un mouvement de ce qu'on appelle, nous, en ostéopathie crânienne, dans un mouvement de flexion, c'est-à-dire un mouvement vers le bas, qui est un magnifique mouvement d'ailleurs d'ouverture, exactement comme une fleur. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir à quel point cet os va descendre pour s'ouvrir dans ce principe de flexion. Contrairement à l'animal, où le mouvement est totalement inverse. D'ailleurs, il serait intéressant de considérer que pour de l'ostéopathie animale, où on fait de l'ostéopathie crânienne sur les animaux, notamment sur les chevaux, il faudrait mieux considérer le crâne dans un mouvement d'extension que de le considérer dans un mouvement de flexion. Ça, c'est pour une anecdote, mais c'est intéressant. Mais l'être humain, son principe, c'est de retrouver ce mouvement d'ouverture, ce mouvement d'expansion. Il faut savoir qu'à partir du moment où il n'y a plus ce mouvement de mobilité et d'expansion, l'être humain se retrouve complètement fermé sur lui-même, dans un état pratiquement d'asphyxie permanente, ce qu'il ne ressent pas, mais que ses cellules ressentent par contre. Ça, c'est plus important. Vous avez ici un os, d'ailleurs, que Sutherland, le fondateur de l'ostéopathie crânienne, appelait le faiseur d'ennui, puisque c'est un os qui est entre le frontal et l'occipital. Cet os-là, quand on voit ici, vous avez une magnifique écaille temporale, et cette magnifique écaille temporale a besoin, pour sa mobilité, de ce qu'on appelle le rocher. Et ces anatomistes trouvent toujours des noms assez extraordinaires pour caractériser justement ce qui est stabilité et mobilité. Ils appellent ça un rocher parce qu'en effet, il a la forme d'un rocher. Et la forme d'un rocher, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que derrière, le temporal, c'est le seul os qui a finalement de l'eau et de l'air. On reçoit de l'air par le conduit auditif et on reçoit de l'eau derrière par ce qu'on appelle le sac endolymphatique, c'est-à-dire la lymphe qui est derrière. Et en fait, cet air et cette eau vont modeler complètement cet os ici pour en faire une forme de rocher et qui va donner la stabilité finalement à l'écaille pour se mobiliser. Je voudrais revenir sur, encore une fois, mobilité et stabilité au niveau du crâne. Le processus de flexion de cet occiput, c'est-à-dire de s'ouvrir et de descendre vers le bas, qui permet le redressement justement de la colonne, est intéressant parce que ce processus de flexion occipitale est un processus qui va permettre le développement d'une partie de stabilité qui est le maxillaire supérieur. Si cet occiput ne descend pas,
votre maxillaire supérieur, lui, va être contraint de se mettre dans une même torsion, dans une lemniscate. Maintenant, vous savez que c'est un principe de torsion, par défaut de descente de cet occiput. Or, le principe de ceci va forcément, s'il y a un manque de flexion, il va y avoir torsion de tous les autres os du crâne pour essayer de compenser ce manque de descente de l'occiput. Et dans l'apprentissage de notre méthode, pour ceux qui y seront intéressés, on va toujours chercher la partie de l'occiput qui est restée en hauteur et comment les os se sont tous adaptés pour justement compenser par des torsions, donc des lemniscates et des straines, c'est le même mot, pour compenser ce manque de flexion occipitale. Il est certain que plus cet occiput ne descend pas d'un côté, et plus le corps va être obligé de faire des torsions pour équilibrer finalement l'équilibre droite-gauche. Hein. Et il faut savoir aussi que cet équilibre droite-gauche, c'est le principe de la latéralité de l'être, c'est-à-dire sa façon de communiquer entre sa droite et sa gauche. Et en fait, si cet occiput est comme ça, il faut savoir que toutes les torsions vont se faire à la fois sur la mandibule, qui est le seul os mobile du crâne, finalement, et sur le maxillaire supérieur, qui est l'os le plus stable du crâne. Qu'est-ce qui va se passer? On a dit dans le précédent module que les dents suivaient les travées osseuses, et en fait, à partir de ce moment-là, toutes les dents vont se déformer. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de problèmes occlusals. Pourquoi? Parce que une partie de cet occiput va rester en extension, ne va pas se développer. Pour des raisons qui sont, encore une fois, des raisons liées au stress. Alors, au stress physique, au stress psychologique, au stress aussi de conditions environnementales qui sont importants. Les ondes électromagnétiques ont beaucoup d'importance là-dessus. Et tout cela sera évidemment détaillé dans l'enseignement de cette méthode où on a répertorié tous les stress qui permettent et toutes les conditions qui vont entraîner cette extension occipitale qui génère des troubles importants parce que tous les organes des sens vont en être perturbés. La vision, l'audition, même le verbe peut être perturbé, l'odorat. Il faut savoir que le rhinencéphale, c'est le premier nerf relié au système limbique, donc relié aux émotions. Les nerfs optiques sont les seuls nerfs qui font partie réellement du cerveau dans tous les organes des sens. Donc ça, vous comprenez très bien que cette instabilité finalement qui se fait va être compensée par des restrictions qui permettent de continuer à protéger le flux sanguin pour alimenter les organes essentiels comme le cœur et les organes comme les reins par exemple. On sait très bien que sans reins, aucun être humain ne peut vivre. À partir de ce moment-là, cette extension va être notre point de repère au niveau de notre travail pour rétablir l'équilibre parfait et l'homéostasie parfaite de l'être humain.